Il y a plein de sujets sur lesquels nos infrastructures, notre déficit en infrastructures, sape totalement notre productivité. J'ai parlé donc d'infrastructures de transport, j'ai parlé d'infrastructures énergétiques. Nous avons une administration qui opère également à un rythme qui n'est pas suffisamment soutenu, qui opère encore par courrier, donc il faut saisir l'autorité, il faut que ça arrive au cabinet, que ce soit traité, que le ministre éventuellement y accorde un petit peu d'attention, qu'il la note, que ça parte au conseiller, qu'il fait sa note, ça repart, le service courrier, pour peu que votre ministère soit suffisamment bien achalandé, ça repart. Et là, déjà, il y a 2 mois qui sont passés, 2 semaines, pardon, qui sont passées pour avoir réponse à un courrier. J'envoie un mail, il est envoyé de manière instantanée. Voilà déjà un exemple de productivité. Sauf que l'administration publique n'est pas encore réactive à l'envoi d'un mail. Vous ne pouvez pas envoyer un email à un ministre pour lui demander une audience. Ce serait faire preuve de... vous n'aurez pas l'audience, tout simplement. Je pense que le président du conseil de régulation et mes collègues et mes collaborateurs seraient d'accord avec toi. C'est juste pas le formalisme de l'administration publique. Mais pourtant, les outils sont là. Donc il y a des outils qui sont là pour améliorer notre productivité, mais nous ne nous en servons pas parce que nous restons sur des pratiques traditionnelles qui sapent notre productivité. La raison pour laquelle ce ministère est très important, c'est parce que c'est le ministère de la productivité. Si on change la manière dont on voit notre environnement et qu'on sait que la productivité, c'est le mot de notre croissance, mais dans ce cas-là, l'automatisation de notre production, l'automatisation de notre manière de faire, c'est l'antidote, c'est le remède à ce symptôme et à cette maladie qui est l'absence de productivité dans nos environnements. La vision du ministère de l'économie numérique, telle qu'elle est actuellement, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut accélérer, bien sûr, la digitalisation de l'administration publique pour la rendre plus efficace. Et c'est important parce que l'opérateur économique principal de notre écosystème, c'est l'État. Donc, je sais, dans certaines interventions, j'ai eu à dire que c'est un chantier qui me préoccupe particulièrement. Et j'ai eu des retours pour dire mais la digitalisation ne doit pas juste s'en tenir à l'État. J'en suis conscient. Mais si vous voulez impacter l'écosystème rapidement ou l'impacter de manière large, c'est un sujet qui est essentiel. Ensuite, il y a les grandes entreprises. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on regarde la composition de notre PIB, c'est elles qui génèrent notre PIB aujourd'hui. D'accord ? C'est elles qui, certaines, représentent 1%, 2%, 3% de notre PIB. Et celle-ci, si elle commence à se digitaliser, l'impact sur l'économie est immédiat, puisque elle représente encore une fois une part importante de votre économie. Et si par exemple on dit à un groupe comme Prix Import, digitaliser la commande auprès de vos fournisseurs, automatiquement tous les fournisseurs vont devoir passer commande via cette plateforme-là. Et automatiquement des flux de paiement vont être orientés via cette plateforme-là. Ça aura un impact systémique tout de suite. D'accord ? Donc il y a certains gros acteurs de l'économie qu'il faut voir parce qu'ils pèsent, parce qu'ils ont un carnet de commandes qui est important et il faut les accompagner à se digitaliser. Et naturellement, 2 choses vont se produire. La première, c'est que pour une start-up, avoir l'État comme client, c'est extrêmement difficile. D'accord ? Mais pourtant, l'essentiel des start-upers regardent la commande publique pour pouvoir développer leur activité, sachant que les cycles de paiement sont très lents, que l'accès à la commande publique est semé d'embûches, qu'il faut avoir un relationnel exceptionnel et qu'il faut espérer que votre interlocuteur soit tout aussi sensible au sujet que vous lui présentez que vous ne l'êtes. Et c'est pas évident. Et c'est pas évident. Donc la commande publique a sa force et ses faiblesses. Si on arrive à accélérer la transformation numérique des grandes entreprises ou des entreprises qui pèsent, tout d'un coup, ça crée un carnet de commandes privées, donc avec des interlocuteurs qui ont des cycles de paiement plus courts, qui ont des besoins divers et variés, et en réalité, ça augmente la part et la taille du marché qui vous sera adressable. D'accord ? Donc la semaine prochaine, on va rencontrer la FEG, et ça va être un des éléments de conversation, mais je voulais d'abord voir l'écosystème entrepreneurial pour partager un petit peu la vision
la vision du ministère de l'économie numérique. Il y a les startups, les jeunes entreprises, qui ont une composante technologique. Au Gabon ou en Afrique, on a encore du mal à faire la distinction entre une PME, une start-up. Qu'est-ce qu'une start-up? En général, une start-up, c'est une entreprise dont la probabilité de réussite est très faible. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. C'est que beaucoup d'entrepreneurs se lancent, surtout dans tout ce qui touche à... Déjà, entreprendre, c'est difficile, mais entreprendre à la technologie l'est encore plus. Il est encore plus parce qu'il y a des facteurs de production techniques qui viennent accroître la complexité de ce que vous voulez faire et qui dépend également de est-ce que votre interlocuteur est en capacité et a l'envie de prendre votre produit technologique. Et tout de suite, ça vient avec plein de préoccupations. Quels sont les protocoles de sécurité de votre technologie? Parce que souvent, quand on refuse un produit ou un service d'une start-up, c'est la sécurité qui est mise devant. Quand une grande entreprise ou quand l'administration publique est un peu dubitative sur votre offre de service, en général, c'est parce que le décideur a peur qu'en utilisant votre solution, que vous n'ayez pas pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser votre application. Donc ça, c'est une couche de complexité qu'un produit et qu'un bien-service non technologique n'a pas. D'accord? Donc le risque et la probabilité d'échec est plus élevée. La deuxième chose qui détermine une start-up, c'est la courbe. Le DG de la SIG a parlé qu'une des préoccupations majeures que vous avez partagées était le financement des activités technologiques. Ça se comprend. Parce qu'en réalité, il y a deux choses qui se passent. Une start-up a une courbe où elle est à zéro ici, et son cycle de revenus, enfin, pas de revenus, mais on peut dire son chiffre, son revenu net, d'accord, fait comme ça. Donc, automatiquement, il est négatif, jusqu'à ce qu'éventuellement, vous arrivez à adapter ce que vous pensez que le client avait besoin à ce dont il a réellement besoin. Donc ça, c'est la courbe d'erreur. Vous arrivez à un moment où vous vous rendez compte, c'est bon, j'ai trouvé, mais vous êtes déjà à moins 5 millions, ou moins 10 millions, ou moins 20 millions en fonction, d'accord, de l'amplitude de ce que vous essayez d'offrir. Et vous commencez à renverser cette courbe-là parce que le marché est maintenant captif et vous essayez d'accélérer. D'accord? Et cette partie de la courbe-là, ça s'appelle la vallée de la mort. Et peu en sortent vivants. Peu en sortent vivants. Parce que cette courbe-là vous impose de pouvoir soutenir financièrement votre activité malgré l'accumulation des pertes, le temps que le marché accepte et apprécie la solution que vous avez à leur offrir à la valeur que vous avez fixée ou au prix que vous avez fixé. Et en réalité, on ne le dit pas suffisamment, mais une start-up, c'est de la recherche et c'est du développement. C'est de la R&D. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte ou que l'écosystème ne le perçoit peut-être pas de cette manière-là, mais lancer une start-up, c'est faire de la recherche et du développement, c'est faire de la R&D. Et d'ailleurs, quand on regarde notre PIB en Afrique, nos États dépensent 1% de leur budget sur la R&D, 1% du PIB en R&D, mais c'est parce que ça ne prend pas en compte toutes les activités que vous-même vous faites. Ou des entreprises, entrepreneurs dépensent de l'argent, 2 millions par-ci, 3 millions par-ça, 10 millions par-ici, pour tester un produit, l'amener à maturité afin qu'il puisse avoir une composante commerciale qui puisse maintenant lui permettre de pérenniser son activité et d'être une activité qui est créatrice d'emplois, qui crée de la valeur de manière soutenable. Donc, la première partie vraiment sur laquelle je voulais insister, c'est que le financement de l'innovation est difficile partout dans le monde, mais il est d'autant plus difficile lorsqu'il y a une composante technologique, et il est encore plus difficile dans un environnement où il y a de la rareté de ressources financières, c'est ici, sur le continent africain. D'accord. Et au Gabon également. Il est très difficile d'avoir un investisseur qui accepte de se dire que je vais d'abord perdre de manière systématique avant d'éventuellement gagner.
Parce que c'est la réalité. Quand vous allez voir un investisseur pour investir dans votre activité, c'est en réalité ce que vous lui demandez de faire. D'être sûr de perdre, mais pas sûr de gagner. Et par conséquent, il faut, nous, ministère de l'économie numérique, qui sommes conscients de ces dynamiques-là, qu'on essaye de fédérer l'écosystème afin, pas d'enlever ces risques marchés, parce que ça, ce sont des risques marchés. L'administration publique ne pourra jamais neutraliser votre risque commercial. C'est à vous d'apprécier votre marché, c'est à vous d'apprécier votre capacité à pouvoir exécuter votre commande, à pouvoir produire, à vous assurer que la demande en face répond à l'offre que vous souhaitez mettre en place. Mais notre rôle, c'est de nous assurer que les acteurs parlent entre eux. Et c'est ce qu'on fait ici. Nous avons l'administration publique, régulateurs, grandes entreprises du secteur, les start-upers. Donc il y a déjà une grosse partie de l'écosystème qui est ici, présent. Donc un des gros enjeux, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on parle entre nous, qu'on communique, qu'on interagit, pour que les préoccupations majeures puissent informer notre feuille de route. Je ne souhaite pas que la feuille de route du ministère de l'économie et de la stratégie nationale de digitalisation soit faite par les autorités sur notre tour d'argent. Je souhaite qu'elle soit informée par ceux qui vont la subir. Je vais faire un peu d'économie malgré moi. Quand on regarde la manière dont les crédits, d'accord, donc la manière dont les banques prêtent à l'économie, vous allez voir que l'État est l'entité qui capte le plus de crédits. Après, ce sont les grandes entreprises, après les petites, et en dernier, les startups. D'accord ? Donc il y a vraiment une chaîne alimentaire en matière d'accès au crédit. D'ailleurs, je pense que si on regarde au Gabon, le crédit pour les startups, il doit vraiment être entre 0 et 1%. Il doit vraiment être très très faible. Voilà. Mais je ne dis pas ça pour blâmer les banques. C'est parce que ce n'est pas aux banques de financer ça. Parce que les banques, elles collectent vos dépôts, votre épargne, d'accord, pour financer l'économie. Pas pour perdre votre épargne. Mais s'il y a 90% de probabilité qu'elles puissent perdre votre épargne en finançant des startups, ça veut dire qu'elles mettent votre dépôt à risque. Et ce n'est pas le but d'une banque. D'accord ? Donc le sujet de la dette par rapport au financement des startups, je pense que ce ne sont pas des sujets liés. Je pense que la seule chose qui est importante pour comprendre le financement des startups et l'absence de financement des startups, c'est que nous avons... Il y a deux sujets. C'est un manque d'épargne, parce qu'encore une fois, même dans les pays riches, les startups sont financées par des angels qui ont déjà répondu à leurs besoins primaires. Ils ont leur maison, ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin pour vivre, ils ont leur placement sécurisé, et après ils se disent, bon, il me reste encore un petit 10 millions, que si je perds, ça ne changera pas ma vie. C'est ça en fait la réalité. Et donc, soit ils l'investissent eux-mêmes, soit ils le donnent à un fonds de capital risque où il y a des professionnels qui prennent 10 millions, plus 10 millions, plus 10 millions, puis ça finit par faire 1 milliard, et qui maintenant risquent ce capital, mais ce capital risque, c'est pour ça que ça s'appelle du capital risque, c'est que la probabilité de perdre cet argent-là est très élevée, mais que si la personne qui a mis son épargne là-bas le perd, elle sait qu'elle a suffisamment bien diversifié son portefeuille d'actifs pour ne pas avoir mal d'avoir perdu ces 10 millions-là. Mais nous sommes encore des pays en développement où l'accumulation de richesses n'est pas encore vulgarisée et structurée, et par conséquent, ceux qui ont de l'épargne, ils préfèrent investir dans ce qu'ils connaissent, construire une maison, ils mettent en location, ça produit du revenu, et puis c'est tout. Mais avec le temps, ceux qui ont du patrimoine vont devenir de plus en plus sophistiqués, ils auront un portefeuille d'actifs beaucoup plus diversifié, et ils vont dire, bon, maintenant que j'ai ma situation de rente, je sais que si j'ai 1 million de loyer ce mois-ci, je vais mettre 1 million dans la start-up. Dans cette start-up, parce que le mois d'après,
je vais récupérer le million, donc c'est pas trop grave. Mais il nous faut pour ça une classe, d'accord, de Gabonais dans ce type de situation-là, qui arrive à ce niveau de maturité financière pour qu'on puisse commencer à orienter une partie de l'épargne vers le financement des technologies. Le Gabonais de l'innovation qui a été créé, je suppose que sa création est là pour pallier ou répondre à un besoin qui n'était pas adressé par l'écosystème. Faisons le diagnostic, évaluons son efficacité. Nous avons sur les aspects infrastructure la SPIN qui est là, qui développe la fibre optique avec également sa filiale ACE. Évaluons son efficacité. Nous avons la NYNF pour ce qui touche à l'administration publique et aux infrastructures numériques et aux fréquences. Diagnostiquons. L'idée, c'est il y a le fonds Okume Capital qui est logé au FGIS, qui avait du capital, qui n'est pas juste pour les startups, c'est pour financer les champions nationaux. Ma prise de parole est pour dire les outils qui existent, d'accord, et d'avoir également l'humilité de dire que certainement, si on fait le diagnostic de ces outils-là, ils ne répondent pas encore de manière optimale aux besoins de l'écosystème. Parce que ces outils-là, ils doivent répondre à vos besoins. Mais clairement, l'expression qui vient d'être faite démontre que ce n'est pas forcément le cas. Mais en même temps, elles ne sont pas non plus faites pour répondre à des besoins individuels et à des besoins systématiques. Elles sont là pour répondre à des besoins d'ensemble. Ce n'est pas tout le monde qui arrivera à capitaliser sur ces outils-là de manière optimale. D'accord ? Mais l'idée, c'est que ce soit la plus grande majorité. Donc, à ma 3e semaine, on a échangé avec tous les acteurs de l'écosystème intra-administration. Où en êtes-vous ? Quel est votre parcours ? Qu'est-ce que vous essayez de faire ? Quels sont les moyens que vous avez à votre disposition ? Pourquoi ça ? Pourquoi ? C'est vraiment du question-réponse. Pour essayer de comprendre et d'arriver au centre de pourquoi notre écosystème n'est pas plus loin qu'on le souhaiterait. En même temps, plus loin qu'on le souhaiterait, qu'est-ce que ça veut même dire ? Où pensons-nous que nous devrions être ? Et tout ça, ça a besoin d'être structuré. La seule chose que je sais, c'est qu'on doit être plus patriotique dans la manière dont nous pensons à la passation des marchés, à l'insertion des entreprises nationales dans les commandes. L'autre chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'encore une fois, les grandes entreprises, on va échanger avec elles, on va leur dire s'il vous plaît, travaillez autant que peu avec des entreprises locales quand vous pouvez, plutôt que d'importer des solutions qui viennent d'ailleurs. Merci pour cette question. Je vais répondre, pas directement, mais de manière un peu plus large. Dans le plan de déploiement de la stratégie du ministère, il y a 3 types d'actions. D'accord ? Il y a les textes, donc il y a des sujets de texte, il faut qu'on sorte le fameux Startup Act. Il faut qu'on mette en place le cadre juridique parce qu'il n'y a pas de loi sur la digitalisation au Gabon. Il n'y a pas de loi sur l'archivage numérique au Gabon. Il n'y a pas de loi appliquée sur la signature électronique au Gabon. Et donc, il y a encore tout un cadre à construire. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que beaucoup d'activités qui sont faites au Gabon actuellement n'ont pas de base juridique en réalité. Donc, nous évoluons dans l'informel. Donc, ça fait partie du type d'action de structuration qui crée un cadre, qui oriente et qui va permettre progressivement de contraindre juridiquement l'utilisation de certaines choses. Ensuite, le deuxième type d'action, ça prend du temps, c'est la partie dont je faisais référence, c'est la partie infrastructure. D'accord ? Parce qu'il y a une fracture numérique. Vous avez parlé de tourisme, pour ça il faut avoir du réseau à l'intérieur du pays. On en a, puisque bon, au Gabon quand même, je pense que c'est plus de 90% de la population qui a accès à la 4G. On remercie Move et Airtel ici présents, sous l'autorité du régulateur bien sûr. Donc le deuxième sujet, il prend plus de temps, mais c'est le sujet vraiment de l'infrastructure numérique, donc tout ce qui est tour. Il y a quand même déjà une bonne
couverture, elle doit être meilleure, d'accord? On n'est pas là pour se complaire. Et il y a le sujet, donc, encore une fois, dont j'ai parlé, de la fibre optique, d'accord? Et ça, ce sont des sujets moyen-long terme. Et après, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est tout ce qui touche au commerce. Dans 10 jours, on va organiser une réunion d'ailleurs ici avec le GIMAC et tous les opérateurs pour travailler sur le déploiement vraiment du code QR au sein des commerces. Donc ça, l'avantage, c'est que ça, c'est visible, ça a un impact tout de suite, et c'est ce type d'initiative-là qui va être un coup d'accélérateur pour le e-commerce par exemple, et pour d'autres choses. Parce qu'en fait, parfois, on essaye de mettre la charrue avant les bœufs. Mais ce qui est certain, c'est que dans toute l'économie est faite de transactions. D'accord? Donc, c'est l'échange d'un bien et d'un service qui se ponctue par une transaction. Et on ne peut pas parler du reste de la chaîne de valeur sans parler de la transaction. D'accord? Je peux digitaliser un service, mais je le fais pour qu'il y ait une transaction. Je ne le fais pas juste pour dire que j'ai digitalisé. Donc, il y a des actions qu'on va essayer de mettre en place qui vont avoir un effet, j'espère, d'accélérateur, au minimum dans la prise de conscience que la technologie, c'est quelque chose qui est réel. Parce que ici, vous êtes des initiés, c'est un public averti. D'accord? Mais ce n'est pas le cas forcément partout. Mais ce qui a vraiment réussi à mettre la technologie au centre dans notre pays, c'est la téléphonie et c'est le mobile money. Donc il faut utiliser ces deux piliers-là comme accélérateur pour le reste de l'écosystème. D'accord? Donc, pour répondre, j'espère avoir répondu à la question en action court terme, moyen terme, long terme, pour que le type de service que vous offrez puisse se retrouver. Mais encore une fois, quand vous lancez votre activité et que vous voulez lui donner une composante technologique, vous devez vous poser la question de est-ce que l'environnement dans lequel je crée ce que je crée soutient l'activité? Et si elle ne soutient pas, il faut juste se dire que vous êtes arrivé avant l'heure. Parce que si vous arrivez avant l'heure et que vous attendez une couverture 4G, même, enfin, partout, ben en fait, votre activité, elle va mourir. Et c'est ce que je disais en introduction. La vallée de la mort fait que vous devez choisir des activités matures. Des activités où il y a de la commande, où il y a des flux, et tout ce que vous faites, c'est essayer de capter ces flux qui existent déjà. Mais en tant que start-upper, en Afrique, n'allez pas dans des activités où vous devez créer un flux. Vous êtes destiné à l'échec. Comprenez l'activité économique, comprenez les flux, interposez-vous entre l'émetteur de flux, le récepteur de flux, en digitalisant. Parce que le marché, il existe déjà, vous venez juste apporter une valeur ajoutée. Mais n'allez pas créer un marché qui n'existe pas, parce que vous allez échouer.